Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous voyons le chapitre consacré au galvanomètre, microphone et haut-parleur. C'est le chapitre 3, la deuxième partie du chapitre 3, que vous pouvez voir en vidéo complète si vous voulez avoir toutes les informations et la manipulation de la fin de soirée. Et sinon, page 55 du cours sur le fichier PDF. Et là, vous avez le format HTML avec... Ah ouais, ben voilà, c'est bon, c'est les galvanomètres. On est au bon endroit. Donc, on va commencer par les galvanomètres. Donc, un galvanomètre, c'est quoi? C'est un appareil de mesure assez ancien maintenant. En fait, c'était les petits galvanomètres qu'on voyait un peu partout, les vumètres, qui ont été remplacés depuis par soit des instruments de mesure numériques ou alors des rampes de LED ou ce genre de choses. Mais en tout cas, les galvanomètres, on n'en voit plus trop maintenant. Euh, voilà. C'est pas pour autant qu'il n'y a plus de questions à l'examen. Au contraire, toutes les questions vont porter sur cet instrument de mesure un peu particulier qu'est le galvanomètre. Donc un galvanomètre, ça ne va mesurer que des intensités. On va voir par la suite qu'on peut mesurer autre chose, mais sa, sa fonction première, c'est de mesurer une intensité. Pour cela, il est composé d'une bobine qui est montée dans un cadre mobile, donc ça tourne. Et comme c'est mobile, eh bien, on va rajouter une aiguille au-dessus. Généralement, c'est plutôt au-dessus. Et cette aiguille va nous permettre de lire la mesure sur un cadran qui est gradué. Ici, vous avez un schéma de principe. Donc, une bobine qui est ici, où il y a du courant continu qui passe dans la bobine. Et ce courant continu va générer un champ magnétique dans la bobine. Et ce champ magnétique, comme il y a un aimant à proximité, il va essayer de se mettre dans le même sens que le champ de l'aimant. Et donc, c'est ce qui fait que lorsque j'ai du courant, enfin, plus j'ai de courant, plus ma bobine va avoir tendance à se mettre dans l'axe ici de mon aimant. J'ai un petit ressort de rappel qui généralement est en forme de spirale. Là, je l'ai mis en un ressort euh, plus classique, mais bon, généralement, il a une forme de spirale. Alors, quand je n'ai pas de courant, donc j'ai pas de champ magnétique, et mon ressort de rappel envoie mon aiguille ici sur le zéro, et au fur et à mesure que le, le courant va augmenter, le champ magnétique va augmenter dans la bobine, et il va y avoir de plus en plus de force pour que le champ magnétique de la bobine se mette dans l'axe du champ magnétique ici de mon aimant. Et de ce fait, je vais pouvoir euh, aller jusqu'au bout du cadran, enfin de la graduation de mon cadran. Euh, il ne faut pas trop aller au-delà. Tout au moins, il y a une butée qui permet à l'aiguille de ne pas aller au-delà. De toute façon, une fois que ça va être, qu'on va arriver au bout, et que ma bobine va être, enfin le champ magnétique va être dans l'axe ici du, du champ magnétique de l'électroaimant, bah, il ne va plus rien se passer. Donc voilà comment ça se passe physiquement dans un galvanomètre. Évidemment, pas de question à l'examen, hein, mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc pas de question sur cette manière dont est constitué le galvanomètre. En revanche, il y a des questions sur euh, les caractéristiques d'un galvanomètre.
Donc c'est sa résistance interne. La résistance interne, concrètement, c'est quoi? C'est la résistance du fil de la bobine. Donc généralement, c'est assez faible, euh, bien que le fil soit généralement assez fin, euh, et que de toute façon, il n'y a pas de grosse intensité qui passe dans le fil. Donc voilà, on peut mettre un fil très fin euh, pour, euh, voilà, pour créer un galvanomètre. Et deuxième élément, c'est son intensité de déviation maximum, que j'appelle donc I avec un petit g, qui est l'intensité pour laquelle bah, l'aiguille va, alors pas en butée, mais juste avant la butée, jusqu'au bout de la graduation. Voilà. Et généralement, cette intensité de déviation maximum, elle est faible de l'ordre de grandeur, c'est le milliampère, voire moins. Pour les très bons, c'est plutôt 50 microampères. Voilà, pour les très bons galvanomètres. Donc ça vous donne une idée quand même des faibles valeurs d'intensité qu'il y a. Évidemment, on est en courant continu là-dedans. D'autre part, mon galvanomètre, il ne pourra mesurer que des valeurs moyennes. Pourquoi? C'est que si j'ai une valeur qui varie tout le temps, bah, la force d'inertie ici de tout mon système va faire que je mesure une valeur moyenne. Je ne sais faire que ça. Ou si je veux mesurer autre chose, ben, il va falloir que j'utilise des artifices. Mais ça, ça ne fait pas partie des questions d'examen. Euh, donc on a vu qu'un galvanomètre, finalement, ça se limitait à peu de choses, à lire que des très faibles valeurs. Et finalement, quand on a la résistance interne qui, elle, bah, elle est déterminée, et l'intensité de déviation maximum, bah, on peut en déduire une tension de déviation maximum, et celle-là va être aussi relativement faible, de l'ordre du millivolt, voire moins. En fonction, et ça va être fonction de la résistance interne, bien évidemment. Hein, j'applique ma loi d'Ohm très bêtement. Et donc, si je veux lire des valeurs plus importantes, soit de tension, soit d'intensité, eh bien, soit pour mesurer une tension, je vais mettre une résistance en série dans mon galvanomètre, hein, pour chuter, puisque ici, dans mon galvanomètre, j'ai une tension de déviation maximum que j'appelle UG, qui est égale à donc à la résistance interne multipliée par l'intensité de déviation maximum. Et donc ça me donne ma tension de déviation maximum. Et si je veux mesurer une valeur plus importante, et bien tout simplement, je rajoute une résistance ici en série. Et la valeur de cette résistance va être directement fonction de l'intensité de déviation maximum et de la chute de tension que je veux obtenir ici. Qui, en règle générale, si on néglige ici cette tension qui est très faible, c'est la tension du calibre, c'est-à-dire que si je veux 100 volts, mesurer 100 volts, eh bien je vais prendre ces 100 volts, puisque ici ma tension du galvanomètre, elle est ridicule, et de l'ordre du millivolt, donc on s'en fout un petit peu. Donc je fais 100 volts, enfin R est égal à U sur I, donc U 100 volts, et I c'est l'intensité de déviation maximum. Et donc, en mettant cette résistance-là, eh bien, je vais, et comme ici ma tension, elle va être répartie au prorata des résistances, qui elle ne bouge pas. Si je n'ai pas mes 100 volts de calibre, mais si j'ai 50 volts, automatiquement, ici sur mon galvanomètre, je n'aurai que la moitié de la tension, et donc la moitié de l'intensité, et donc mon galvanomètre sera à mi-chemin ici sur mon cadran, puisque c'est à peu près linéaire. Tout au moins, si c'est pas linéaire, le constructeur il va faire en sorte que l'échelle indique bien généralement le 0,5, il est un tout petit peu après la moitié de l'échelle.
Voilà. Donc ça, c'est pour la résistance. Donc là, on applique finalement la loi d'Ohm, hein, tout bêtement. Et pour l'intensité, bah, c'est le même raisonnement, sauf que au lieu de mettre une résistance en série, on va la mettre en dérivation et on va avoir le maximum finalement d'intensité qui va passer ici dans cette résistance qui va avoir un nom particulier qu'on va appeler un shunt parce que c'est une valeur très faible, généralement de l'ordre du milliohm. Voilà, donc c'est vraiment des valeurs très faibles. Évidemment, on ne trouve pas de résistance de cette valeur-là dans les composants classiques. Il faut se la fabriquer. Euh, voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ces shunts, vous regardez sur la vidéo de détail, je vous présente quelques modèles de shunt et la manière dont c'est constitué. Donc ça, c'est pour un ampère-mètre. Et évidemment, ici, la valeur de ma résistance, bah, si je veux faire passer ici, par exemple, 50 fois plus de courant dans cette résistance que dans le galvanomètre, donc mon intensité de déviation maximum, eh bien, il faut que ma résistance ici soit 50 fois plus petite que la résistance interne du galvanomètre. Voilà, c'est encore une fois, c'est une application bête et méchante de la loi d'Ohm. Alors, évidemment, ça nécessite euh, à bien comprendre et connaître la loi d'Ohm, bien évidemment. Mais voilà, ce ne sont que des applications de la loi d'Ohm. La qualité des voltmètres. Alors, quand on parle de qualité des voltmètres, c'est au fait le même combat que la qualité des ampères-mètres, sauf que dans les matériels, enfin dans les vieux matériels, donc euh, les ampères-mètres, les voltmètres à aiguille, euh, on, on essayait de quantifier la qualité des voltmètres parce que c'est presque ça qui pose le plus de problèmes. Je m'explique. Euh, Lorsque l'on branche un voltmètre sur un circuit, euh, il ne faut pas qu'il consomme trop finalement et qu'il introduise une perturbation dans le fonctionnement du circuit que l'on mesure. Parce que sinon, si le fait d'introduire l'instrument de mesure, ça, ça perturbe le circuit, c'est quand même un petit peu gênant. Et donc, voilà, dans les fabricants de ces instruments de mesure, de ces voltmètres, euh, avaient défini un, une mesure qui permettait de, de donner la qualité d'un voltmètre. Et la qualité d'un voltmètre, c'était défini comme étant la résistance totale, donc cette résistance ici de la résistance en série, plus la résistance interne du galvanomètre, et je divise ça par la tension ici du calibre. Donc ça me donne une valeur en ohms par mètre, hein, puisque ici j'ai des ohms au numérateur et au dénominateur, j'ai des volts. Donc c'est un rapport de tension de résistance sur tension, et non pas de tension sur résistance. Et on s'aperçoit que, quand on fait le calcul, que c'est exactement l'inverse de l'intensité de déviation maximum. C'est-à-dire que lorsque j'ai ma formule ici, donc R est plus I divisé par la tension totale ou la tension calibre, c'est l'inverse de l'intensité de déviation maximum. Donc ce facteur de qualité, c'est juste pour déterminer finalement la valeur de cette intensité de déviation maximum, et plus elle est faible, plus la qualité du voltmètre
est bonne. Voilà. Donc il y a quelques applications derrière où il y a des questions autour de cette qualité des voltmètres, mais qualité des voltmètres, vous vous dites à chaque fois, ce sont des ohms par volt, et ça fonctionne tout le temps, puisque l'intensité de déviation maximum, elle est toujours la même, pour le même galvanomètre, et si je change juste le calibre, c'est qu'en fait, je change ici la valeur de la résistance. C'est tout ce que j'ai à faire, puisque derrière, moi, j'applique bêtement ma loi d'Ohm pour déterminer la valeur de la résistance. Et j'applique, donc je prends ma tension de calibre et je divise par l'intensité de déviation maximum. Bien entendu, si ça sera complètement, cette qualité est toujours la même si j'utilise toujours le même galvanomètre. Enfin, et la même pour tous les calibres si j'utilise toujours le même galvanomètre. Et pour votre information, les voltmètres numériques, eux, n'ont pas cette notion de facteur de qualité, parce que en fait, cette notion de ohm par volt, euh, elle est variable selon le calibre. Mais elle est tellement forte, tellement importante, en millions d'ohms par volt, que finalement, on est certain que les voltmètres numériques ne perturbent pas le fonctionnement d'un circuit lorsqu'on les branche pour mesurer la tension. Voilà, sur la qualité des voltmètres, quelques questions, donc je ne l'ai pas mis, en italique, c'est pour ça que c'est là. Vous remarquez qu'on est passé du 3.5 au 3.7. Le 3.6, c'est pour parler des wattmètres et des ohmmètres. Il n'y a pas de question à l'examen, mais sachez que voilà, ça va fonctionner un peu comme la loi d'Ohm. L'ohmmètre est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a quelques circuits autour. C'est expliqué dans le cours. On va passer rapidement. Donc ici, le schéma de l'ohmmètre et ici le schéma de principe du wattmètre. Voilà, on va passer dessus rapidement. Et on va arriver donc au microphone et au haut-parleur. Quelques questions là-dessus. Généralement qui tournent autour des impédances. Et voilà, on demande souvent quel est l'impédance, enfin quel est le microphone ou le haut-parleur qui a la plus forte impédance. Le microphone qui a la plus forte impédance, c'est l'électrette. Et c'est le piézoélectrique qui a l'impédance la plus élevée. Mais c'est finalement le même système, c'est le même système, c'est les mêmes propriétés de matériaux, que ce soit en électrette ou en piézoélectrique. Voilà. Le haut-parleur le plus répandu, c'est l'électrodynamique. Et puis sinon, l'électrostatique plutôt pour les casques et l'électrique plutôt pour les oreillettes. Voilà, microphone à ruban, il est utilisé un petit peu en hi-fi, mais pas du tout dans notre activité. Et côté micro, donc on remarque que c'est à peu près la même chose. Hein. Le céramique, micro-céramique correspond au haut-parleur électrostatique. Le micro-dynamique correspond au haut-parleur électrodynamique. En fait, c'est le même système. Il y en a un qui est fait pour recueillir les vibrations de l'air et les transformer en courant électrique. L'autre, au contraire, transforme les courants électriques en vibrations d'air. Voilà. Alors, il y a le microphone à charbon qui n'existe pas dans les haut-parleurs. Le haut-parleur à charbon, ça n'existe pas. Voilà, donc les différents types. Voilà, il y a quelques questions sur les microphones et les haut-parleurs. On verra ça dans les questions d'examen dont on va parler
tout de suite. Alors, on va commencer par la série 58. Alors là, il faut que je lance celui-là. Alors, hop. Alors, examen. Hop. On va commencer par la 58. Choix d'une série 58. Commencer. Voilà. Je vais garder ici mes slides. Alors, avec quoi mesure-t-on une très forte intensité? Alors, c'est pas avec un galvanomètre, puisque le galvanomètre, ça ne mesure que des très faibles intensités. Ça va être, alors c'est pas un analyseur de spectre, puisqu'un analyseur de spectre, c'est plutôt pour mesurer un ensemble de fréquences. Un vobulateur, ça mesure pas vraiment quelque chose. C'est quelque chose qu'on utilise avec un analyseur de spectre, mais on verra ça un peu plus tard. Donc la bonne réponse, c'est l'ampèremètre thermique, qui permet de mesurer de très fortes intensités. En fait, c'est une toute petite résistance et on mesure sa température et on en déduit donc l'intensité qui passe dans la résistance. C'est un système un petit peu archaïque, mais voilà, qui a fait ses preuves et qui marche toujours pas trop mal. Que mesure un galvanomètre? Eh bien, évidemment, c'est de l'intensité. Ce n'est pas de la puissance. Enfin, ça peut mesurer de la puissance, mais il y a besoin de quelques composants autour. Même chose pour mesurer une tension, il y a besoin de quelques composants autour. Et la fonction première du galvanomètre, c'est de mesurer de l'intensité. L'impédance, c'est un peu plus compliqué encore. C'est pas, enfin, c'est un galvanomètre, mais il y a encore, il y a quelques composants. Enfin, il y a beaucoup plus que quelques composants autour. Voilà, c'est beaucoup plus complexe. Ordre de grandeur de la résistance du voltmètre. Donc ce voltmètre-là, comme tout voltmètre, ça doit avoir une forte résistance. Alors, on parle bien du voltmètre et pas du galvanomètre. Et donc, le voltmètre en lui-même, il doit avoir, alors 1 kilo-ohm, c'est ridicule, 10 ohms et 0,01 ohm, c'est encore plus ridicule. Donc, on va choisir 100 kilo-ohms, puisque là, à vue de nez, là, je mesure donc une tension de 5 volts. Voilà, donc pour ne pas trop perturber mon circuit, voilà, il faut que j'ai une résistance de 100 kilo-ohms, ce qui veut dire que c'est un voltmètre relativement, enfin voilà, pas professionnel, mais voilà, c'est pas du bas de gamme. Que mesure-t-on avec un voltmètre? La tension crête à crête, la tension crête, la tension efficace ou la tension moyenne? Alors, en fait, le galvanomètre, lui, va mesurer une tension moyenne, sous réserve évidemment qu'elle ait été redressée, donc il va y avoir une diode qui va redresser ça. Et donc on va ne garder que les alternances positives, et donc on va moyenner tout ça. Enfin, le galvanomètre va moyenner tout ça. En revanche, le fabricant, lui, il a fait les calculs pour nous, et il va afficher une valeur efficace. C'est-à-dire que le cadran, il va être gradué pour afficher une valeur efficace. Mais évidemment, lui, le galvanomètre, comme tout bon galvanomètre, il ne sait mesurer qu'une tension moyenne. Et le constructeur connaît bien ses formules mathématiques, et donc sait comment passer d'une formule moyenne d'un courant redressé
à une tension efficace. Un voltmètre configuré pour mesurer une tension alternative donne une tension efficace. Là, c'est plus clair dans cette question-là que dans la précédente, mais toujours pareil, c'est une tension efficace. Et évidemment, si le courant n'est pas sinusoïdal, mais il est rectangle, triangle, tout ce que vous voulez, la tension affichée, elle ne sera pas bonne, parce qu'on n'utilisera pas la bonne formule de transformation de la tension moyenne à la tension efficace. Donc ça, ça peut être redoutable. Voilà. Et en tout cas, mon multimètre analogique à aiguille ne sait pas mesurer une tension crête à crête, alors que mon instrument numérique, lui, peut le faire. Le galvanomètre d'un voltmètre calibré pour 10 volts a une déviation maximum de 0,4 mA. Quelle est la résistance à mettre en série pour obtenir un calibre de 25 volts? Donc là, c'est un petit peu comme nous avons ici. En fait, j'ai déjà ici un voltmètre dont l'intensité de déviation maximum est de 0,4 mA. Et donc avec on va supposer que ce n'est pas un galvanomètre, mais ici un voltmètre. Donc j'ai une intensité de déviation maximum de 0,4 mA. Et ici, une tension aux bornes de mon voltmètre de 10 volts. Si je veux un calibre de 25 volts, donc cet ensemble-là, il faut que j'ai ici une tension de 15 volts, puisque j'ai déjà 10 volts ici. Donc j'ai 15 volts, et l'intensité de déviation maximum, elle est indiquée 0,4 mA. Donc pour calculer ma résistance, R est égal à U sur I. Alors je prends ma calculette. U, donc c'est 15 volts. Je divise par I 0,4 mA, point 4, exposant moins 3, c'est des milliampères. Et donc ma résistance à mettre en série avec mon voltmètre, que j'ai déjà, ça me donne 37 500 ohms. 37 500 ohms. Le calibre de ce voltmètre est 10 volts. Quelle est la résistance R? Donc si j'ai 10 volts, alors on peut s'amuser à calculer ici la tension sur mon galvanomètre. On voit que ça fait, donc U est égal à R multiplié par I, R 50 ohms, I 1 mA, donc volt, la tension est de 50 millivolts, donc pas beaucoup. Et pour calculer ma valeur de la résistance, eh bien en fait c'est les 10 volts moins les 50 millivolts que j'ai ici. Donc ça c'est R est égal à U sur I. U 10 volts moins les 50 millivolts divisé par I, 1 mA. Je vais faire ça sur ma calculette. Donc j'ouvre ma parenthèse, il faut que je calcule déjà ma tension. Donc c'est 10 moins 50 millivolts, 50 exposant moins 3. Je ferme ma parenthèse. Ça me donne donc ma tension aux bornes de la résistance que je mets en série. Et je divise par l'intensité 1 mA. 1 exposant moins 3.
ça me donne donc 9,95 kilo-ohms. J'ai pas, par contre, j'ai 9950 ohms. Ça me va bien. La tension de calibre du voltmètre est de 20 volts. Quelle est l'intensité de déviation maximum du galvanomètre? Donc, ici, ma tension, donc I est égal à U sur R. U, c'est 20 volts, puisque là, mon calibre fait 20 volts, divisé par R. Donc, évidemment, je prends la résistance, enfin la valeur de la résistance en série, plus ma résistance interne. Alors là, il ne faut pas se planter, hein, c'est 19 900, donc ça me fait 20 000. Je supprime ça. Alors, I est égal à U sur R, 20 divisé par R, 20 000. J'aurais pu éviter le calcul, ça me fait donc 1 milliampère. C'est juste faire attention à ne pas se planter, parce qu'évidemment là, voilà, 0,1 ampère, 0,1 milliampère, il y a toutes les possibilités de se planter avec les multiples, sous-multiples et la position de la virgule. Suivant, quel est le calibre de ce voltmètre? Donc là, maintenant, U est égal à R multiplié par I. Hein, le calibre, c'est donc la valeur des résistances multipliée par l'intensité de déviation maximum. Donc, je supprime ça. Donc 99 kilo-ohms plus 1000 ohms, ça me fait 100 kilo-ohms. 100 exposant 3 multiplié par 1 milliampère, 1 exposant moins 3. Et voilà, donc j'ai un instrument de mesure, un voltmètre, dont le calibre est 100 volts. Donc après avoir passé les voltmètres, nous voilà rendus au galvanomètre. Alors, ici, on va faire deux calculs, un par le raisonnement, un petit peu empirique, et l'autre avec la loi d'Ohm. Premièrement, le raisonnement empirique. Donc, j'ai 50 milliampères en tout. Ici passe 1 milliampère dans le galvanomètre. Donc, ça veut dire que ici, dans mon shunt, j'ai 49 milliampères. Et donc, la valeur du shunt est 49 fois plus petite que la résistance ici de mon galvanomètre qui fait 1000 ohms. Donc, sur ma valeur, je fais 1000 divisé par 49. Ça me fait 20,40, donc 20,4 ohms. Autre manière, donc ça c'est avec la loi d'Ohm. Quelle est la tension ici de déviation maximum? Donc ma tension de déviation maximum, c'est donc l'intensité du galvanomètre multiplié par sa résistance interne. Donc ça me fait 1000 ohms multiplié par 1 milliampère. Donc ça me fait 1 volt. Donc je vais avoir 1 volt aux bornes ici de mon galvanomètre. Donc 1 volt ici aussi aux bornes de mon shunt. Et quelle est la valeur de ma résistance quand j'ai 1 volt et 49 milliampères qui passent? J'efface. 1 volt, je divise, puisque I est égal à U sur R, je divise par 49
exposant moins 3, puisque j'ai 49 mA qui passent, et ça me donne donc 20,4. Heureusement, c'est la même réponse. Voilà, donc on peut le faire des deux côtés. Il se trouve que là, la tension de déviation maximum de mon galvanomètre était facile à calculer. Mais voilà, donc si elle est un peu plus compliquée, bah, on y passe un peu plus de temps. Bah là, c'est la même chose, sauf que c'était 1000 ohms, maintenant c'est 100 ohms, mais ça va fonctionner de la même manière. Euh, donc là, c'était 20,4, maintenant ça va être 2,04. Vous remarquez qu'ici, il y a 2 ohms, et ça, c'est pas bon. Ça voudrait dire qu'il aurait fallu que je divise mes 100 ohms par 50. Or, il faut que je les divise par 49. Voilà, donc c'est bien celle-ci. Et puis après, il y a d'autres valeurs qui peuvent éventuellement vous embrouiller. D'ailleurs, 2 ohms, c'est pareil que 0,002 kilo-ohms. Voilà, donc c'est 2,04 ici, la bonne valeur. Alors, quelle est la résistance interne de l'ampèremètre? C'est-à-dire que là, on a pris, alors c'est quand même, faut être très tordu, on s'est servi finalement de résistance interne de l'ampèremètre. Là, j'ai pas de... En fait, j'ai pas de calcul à faire. C'est avoir une idée de la résistance interne d'un ampèremètre. Et cette idée de la résistance interne, en fait, ça doit être la valeur la plus faible possible. Et donc 0,5 kOhm, 100 ohms et 10 ohms, ce sont des valeurs qui sont largement trop importantes. Donc là, il n'y a pas de calcul là-dessus, en fait. C'est avoir un ordre d'idée. Et la réponse, c'est 0,01, donc une très faible valeur de résistance interne pour un ampèremètre. Pour un voltmètre, on est un peu moins méchant, mais pour un ampèremètre, ça doit être une valeur très faible pour éviter qu'il y ait une tension de déviation maximum qui pourrait perturber le circuit qu'on mesure. Si le fait d'insérer un voltmètre fait chuter la tension, ça peut gêner le fonctionnement du circuit qu'il y a derrière, surtout si vous avez une très faible valeur de tension. Si vous bouffez un volt pour faire fonctionner votre ampèremètre, ben, ça va automatiquement générer des problèmes si vous avez une tension d'alimentation de 5 volts seulement. Donc il n'y a pas une histoire de facteurs de qualité pour les ampèremètres, mais on aurait pu très bien aussi l'envisager. Revoilà quelque chose qu'on a déjà un peu vu. Alors un peu plus tordu que ce que l'on a vu précédemment. Donc là, 4 ampères et là 0,4 milliampères. Donc ici, j'ai 9999 fois plus de courant ici que là, puisque là j'ai 1 dix millième. 4 ampères par rapport à 0,4 milliampères. Donc j'ai ici 1 dix millième qui passe ici. Et donc le reste, donc 9999 millièmes qui passe là-dedans. Et donc il faut que je prenne cette valeur de résistance, 800 ohms, et que je divise par
9999. Alors 800 divisé par 9999. Alors, 0,08. Hein, c'est 80 milliohms. Alors, j'ai pas 80 milliohms, j'ai 8 mégaohms, donc c'est pour ça. Par contre, j'ai un 0,08, ça me plaît bien. Quand je décale ici ma virgule de 3 crans, ici je rajoute un 0 avant la virgule. Donc c'est cette valeur-là. On peut essayer de faire le calcul ici, c'est peut-être plus intéressant avec la tension de déviation maximum. Donc cette tension, c'est 800 fois 0,4 exposant moins 3. Donc c'est 320 millivolts. 320 millivolts, donc c'est 0,32 que je divise par l'intensité. Et l'intensité, c'est 4 moins 0,4 exposant moins 3. Je ferme ma parenthèse et miracle du calcul, on retrouve bien mes 80,08 milliohms que j'avais tout à l'heure. Donc les deux raisonnements sont bons. Le premier est un peu plus court, le deuxième un peu plus... c'est complètement rattaché à la loi d'Ohm. Donc voilà, à vous après, à vous faire votre opinion pour répondre à ce genre de questions. Idéalement, la résistance interne d'un ampère-mètre doit être... Alors, idéalement, elle doit être nulle. Elle doit être la plus faible possible, mais ça, c'est dans la pratique. Dans la théorie, idéalement, elle doit être nulle. En revanche, la résistance interne d'un voltmètre, elle, doit être infinie. Évidemment, 50 et 75 ohms, ce ne sont pas les bonnes réponses. Quelle est la valeur de R? Donc R ici, alors c'est juste là histoire de vous perturber, de mettre le galvanomètre en bas, une fois, mais bon, c'est pas grave. On va pas être plus perturbé que ça. Le calibre, c'est 1 ampère. L'intensité de déviation maximum, c'est 0,5. Donc, dans la résistance là, il passe... donc là, ça me fait 2000. Enfin, là, il y a 1/2000e qui passe ici. Et là, il va passer 1999 de millième dans cette résistance de Schundt. Et donc, je vais prendre ma résistance de 5 ohms et que je vais diviser par 1999. Puisque 2000, enfin, c'est 1/2000e ici qui passe dans mon galvanomètre, c'est 0,5 mA. Donc, c'est la moitié d'un milliampère, donc c'est 2000 le rapport entre les deux intensités. Donc je fais 5 divisé par 1999, ça me fait 2,501 milli. Et si je décale ici ma virgule de 3 crans, j'arrive donc en micro-ohms, et ça me fait 2501 micro-ohms. Avec quel instrument mesure-t-on la tension sur la résistance? Alors, un voltmètre électronique de 1000 ohms par volt. Ça me va bien, de 1000 mégaohms par volt. Ça, c'est en fait, c'est
multimètre numérique électronique que l'on a maintenant. Et ils ont un facteur de qualité qui est largement plus meilleur que, que, mes appareils à aiguille. Un multimètre de 20 000 ohms par volt, là je vais avoir des problèmes si j'utilise ça. Pourquoi? C'est que là, ici, j'ai une résistance qui fait 1 mégaohm. Et donc, j'ai très peu d'intensité qui passe dedans, puisque ici, je vois, j'ai 3 volts, et donc j'ai une très faible intensité qui passe dedans. Et si je rajoute ici, en parallèle, mon contrôleur, eh bien, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais la tension, du coup, comme j'ai une partie de l'intensité qui va être shantée par mon voltmètre, j'ai toutes les chances ici que ma résistance, la tension, elle diminue. Et donc, j'ai l'air bête, au lieu de mesurer 3 volts, je vais mesurer 2 volts, 1 volt 5. Donc ça, c'est donc le multimètre à 20 000 ohms par volt, même si c'est bon, enfin, c'est une valeur importante pour un, un multimètre analogique. Malheureusement, c'est pas bon. Et c'est encore pire pour un contrôleur à 1000 ohms par volt. Là, c'est vraiment des trucs à pas cher qui marchent, voilà, qui sont pas géniaux. Et un électromètre, ça n'existe pas. Enfin, tout moins, je ne sais pas ce que c'est. Donc un voltmètre électronique de 100 mégaohms par volt. C'est la bonne réponse. Là, il y a encore une fois, il n'y a pas de calcul. Quelle est la valeur de R à mettre en série avec un voltmètre calibré à 100 volts de 2000 ohms par volt pour obtenir un voltmètre dont le calibre est de 500 volts? Donc là, on va passer au calibre, ou à la qualité ici des voltmètres. Donc ma question, donc ce qu'il faut là, c'est rajouter finalement une résistance en série avec mon voltmètre qui existe déjà. On me dit 2000 ohms par volt, il fait 100 volts, et là on veut quelque chose qui fasse 500 volts, donc j'ai besoin de faire chuter 400 volts supplémentaires. 400 volts supplémentaires à 8000 ohms, à 2000 ohms par volt, donc 400 fois 2000, ça me fait 800 000. 800 000 ohms. 800 000 ohms. Alors, j'ai pas 800 000 ohms, mais j'ai 0,8 méga-ohms. Ça me va bien. Info, 800 000 ohms, c'est 0,8 méga-ohms. Encore une fois, j'ai utilisé que la loi d'Ohm. Où brancher le wattmètre pour avoir des données fiables sur la puissance à la sortie de l'émetteur? Alors, je l'ai classé à cet endroit-là. C'est peut-être pas la meilleure chose, mais voilà. Donc, mon wattmètre, pour obtenir des données fiables, faut que je le mette finalement à la sortie de l'émetteur, puisque c'est indiqué dans la question. Des données fiables sur la puissance à la sortie de l'émetteur, il faut que je le mette vraiment à la sortie de l'émetteur. Et en aucun cas au point d'alimentation de l'antenne, ni à des demi-longueurs d'onde du point d'alimentation de l'antenne ou de l'émetteur. Parce qu'on va voir en plus que si le système n'est pas adapté, donc si les impédances ne sont pas les bonnes, on va voir que ça va nous poser des problèmes si on se trouve ici à une demi-longueur d'onde. Enfin, on en a moins qu'au quart d'onde, mais on peut en avoir. Mais ça, c'est bien après. Et là, la réponse, c'est à la sortie de l'émetteur.
Une question sur un haut-parleur. Quel haut-parleur a une impédance élevée? Alors, électrodynamique, généralement, c'est une impédance assez faible, de l'ordre de 10 ohms. Dynamique, bah, ça n'existe pas, en fait, le terme c'est électrodynamique. Et électrostatique, celui-là, il a une impédance élevée. Impédance élevée. L'impédance la plus élevée étant quand même le piézoélectrique. Donc, électrostatique. Parmi ces micros, lequel a la plus grande impédance? Le microphone à ruban, non, basse impédance. Le microphone dynamique, impédance moyenne d'environ 1000 ohms. À charbon, aussi à peu près 1000 ohms. Par contre, électrette, c'est une très forte impédance, généralement de quelques méga-ohms. Donc voilà. Fin des questions. Et le résultat, ah, on s'est planté à un endroit, qu'est-ce qu'on a? Que mesure-t-on avec un voltmètre? Ah, alors là, ça c'était la question piège. Euh, donc le voltmètre, il mesure bien une tension moyenne, mais en fait on lit une tension efficace. Donc c'est voilà, ça c'est des questions un peu tordues, je pense mal posées, mais voilà, ça fait partie ça des pièges entre guillemets de l'examen. Et j'ai répondu un peu trop, enfin voilà, puisque effectivement le voltmètre en lui-même mesure une tension moyenne, mais c'est corrigé par son affichage qui indique bien une tension efficace. On va faire une autre série, on ferme ça. Alors, on va réouvrir l'intégralité pour passer à, hop, à l'examen suivant, le numéro 59. Hop, commencer. Hop. Et donc là, on va reprendre depuis le début. Donc il faut que je reprenne ça. Synthèse, le voilà. Donc on se reprend toutes les diapos depuis le début. Que mesure-t-on? Alors, hop là. Que mesure-t-on? Donc quand j'ai un schéma comme cela, ici je mesure ici une tension. Pardon. Si je mesure ici dans le, enfin, si j'insère ici un instrument de mesure dans mon circuit, je mesure ici une intensité. Si je voulais mesurer une tension, il faudrait que j'ai deux points et que je mesure la différence ici entre la différence de tension entre deux points, donc de chaque côté de ma résistance. Puissance dissipée par R. Alors, ma puissance. Donc, j'ai la résistance, l'intensité. Puissance, résistance, intensité. P égale RI2. Donc, P, puissance, 12 fois 2 fois 2. Donc, 12 fois 2, 24 fois 2, 48. 48 watts. La valeur des résistances. On en est là. Hop. La valeur des résistances. Rouge, rouge, rouge. Que des deux. Donc, c'est 2, puis 2, puis 2 zéros. Donc 2200. 2200, il n'y est pas. Par contre, j'ai 2,2 kOhms, ce qui fait 2200 ohms. Vous remarquez le piège 222 ohms.
Alors ça, c'est la puissance maximum pour la résistance. Donc c'est issu de mes, de la vie pratique. C'est-à-dire que mes résistances, elles ont des valeurs de dissipation en fonction de la grosseur de la résistance. Et donc, il n'est pas question de dépasser la valeur de la résistance, sinon, alors soit généralement, elle peut pas, sauf si on exagère réellement, et dans ce cas-là, elle va se couper carrément, ou alors elle va très mal vieillir parce qu'elle va chauffer beaucoup plus, et donc voilà, elle n'aime pas trop. Donc, quelle est la puissance que va dissiper cette résistance? On revient en arrière un petit peu sur ce slide. Donc là, il me faut la puissance, la résistance et la tension. Donc j'ai ça. Et donc la formule que je vais utiliser, c'est P égale U2 sur R. U2, donc c'est 5 fois 5, ça me fait 25 divisé par 33. Je prends ma calculette. 25 divisé par 33. 757 milliwatts. Et donc évidemment, il faut que je prenne la valeur juste au-dessus. Donc j'ai 757 milliwatts, la valeur juste au-dessus, c'est 1 watt. Évidemment, je pourrais prendre aussi 2 watts. Hein. Mais là, on me demande la puissance minimum. Calculer l'intensité I. Alors là, on en arrive à nos... Hop, c'est celle-là. Voilà, les groupements série et parallèles. Donc ça, c'est un groupement parallèle. Alors, il y a deux solutions là. Soit un peu intuitif. On voit que ce sont 3 valeurs identiques. Donc, le courant, il va être divisé par... Puisque là, ce que l'on demande, c'est juste une résistance. Donc, comme ce sont des résistances de valeur identique, mon courant va se répartir uniformément dans mes 3 résistances, donc 300 divisé par 3, 100 mA. Autre manière de calculer, c'est encore une fois avec la loi d'Ohm. Donc on calcule ici la valeur équivalente de cette résistance. On a 300 mA et donc on va connaître la tension totale qui est donc égale à R ici de cette résistance équivalente multipliée par l'intensité qui passe là. Donc je reprends ma calculette. Donc je fais point... déjà que j'efface 100 divisé par 3. Non, c'est 10 divisé par 3. On va y arriver. 10 divisé par 3. Donc, la résistance équivalente, c'est 3,333 ohms. Je multiplie par 3 milliampères. 3 exposant moins 3. Donc ça me fait 10 millivolts. Donc j'ai 10 millivolts ici sur ces 3 résistances. J'ai 10 millivolts et maintenant je vais calculer, j'ai 10 millivolts et 10 ohms, donc je vais pouvoir calculer mon intensité dans cette résistance. Donc j'ai 10 millivolts. Donc R est égal à U sur I. U c'est 10 millivolts
Je divise par I maintenant. I, c'est donc... Ah non, 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 non. Non, I est égal à U sur R. Donc je divise par R. On va y arriver. Et donc ça me fait 1 10 puissance moins 3. Ça marche pas. Qu'est-ce qui va pas? Ah ouais, parce que là, j'ai mis 3 milliampères et c'est 300 milliampères. Tap, 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 tap. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, c'est 300 milliampères. On va y arriver. Et donc, ça me donne 100 10 puissance moins 3. C'est un peu compliqué, parce que j'ai essayé de faire ça un peu sans schéma, sans prendre de notes. Et du coup, voilà, c'est un peu compliqué, mais on retrouve nos 100 milliampères. Voilà. Quelle est la pulsation à 2,5 mégas? Ma pulsation, c'est la pulsation 2 fois pi fois f. Alors, 2 fois pi, on va mettre... Alors, on revient sur la calculette. 2 fois pi, on va garder 6,28, c'est plus simple. Même si ça donne un chiffre arrondi. De toute façon, c'est des chiffres arrondis qu'on va avoir là-dedans. Multiplié par 2,5 exposant 6, puisque ce sont des mégas. Et donc, on a 15,7 millions de radians. 15,7 millions de radians. Voilà ma réponse. Valeur efficace d'une tension de 24 volts. Donc, j'ai une tension crête de... tension crête de 24 volts, donc 24 multiplié par 0,707 pour obtenir la valeur efficace. Donc 16,97, 17 me semble bien puisque c'est à chaque fois arrondi. Quelle est la formule fausse? Alors, on va se les regarder en détail. Alors, la première, on va essayer de la retrouver. Alors, U est égal à racine carrée de P multiplié par R. Donc, c'est celle-ci. Et c'est pas mal puisque là, c'est U au carré. Donc, lorsque je veux calculer U, je prends la racine carrée de P multiplié par R. Donc, celle-là, elle est bonne. P égale UI. C'est celle-là, elle est bonne. Q est égal à C multiplié par U. Ah, alors là, il faut aller un peu plus loin. Maintenant, c'est le condensateur. Hop. Q est égal à C multiplié par U. On est bon. Et là, P égale RI divisé par 2. On revient en arrière. Et c'est pas bon puisque c'est P égale RI au carré. Donc celle qui n'est pas bonne, c'est celle-ci. On double la distance qui sépare les armatures d'un condensateur plan. Alors les armatures, ce sont les plaques en vis-à-vis. Et un condensateur plan, bah, c'est un condensateur avec des plaques. C'est pour ça qu'on appelle ça un condensateur plan. Donc si on double la distance, donc si on sépare, enfin si on augmente la séparation des plaques, automatiquement on va diminuer la valeur, puisque dans ma formule de base, où est-ce qu'elle est ma formule de base? Voilà, je divise par l'épaisseur. Donc si j'augmente l'épaisseur, bah, du coup je divise par 2 la valeur du condensateur. Donc la capacité est divisée par 2. Quelle est la valeur équivalente de ce circuit? Donc pour les
les bobines, en fait, je vais... Alors, où est-ce que c'est? Voilà, des groupements de bobines. On va utiliser les mêmes formules que pour les résistances, parce que ici, il y a marqué les bobines sont blindées. S'il n'y avait pas eu indiqué ça, mais généralement, c'est toujours le cas, et si c'est pas indiqué, bah, vous allez supposer qu'elles sont blindées. Blindées, ça veut dire que leurs champs magnétiques ne vont pas euh, rentrer les unes dans les autres et donc fausser la valeur des résistances. Et donc on va avoir ici ce coefficient de mutuelle induction qui va être à 0 si les bobines ne sont pas couplées. Donc on va pouvoir, euh, alors c'est pas en série, là on est en parallèle, mais on a la même problématique de bobines couplées ou pas. Donc je reprends ma calculette et la valeur de ma bobine. Donc je fais produit sur somme, hein, comme pour les résistances. 12 fois 8 divisé par 12 plus 8, donc 20. Et ça me donne 4,8 micro-henri. Ici, ce sont des condensateurs en série. Donc il faut que je fasse produit sur somme. C'est l'inverse des résistances. C'est bien des microfarads pour les deux. Hop. Donc 12 fois 56 divisé par 12 plus 56, 68. Ça me donne 9,88. Voilà, bon, 10 microfarads, puisque c'est arrondi, bien évidemment. Comme dans toutes les formules, quand on n'a pas des valeurs qui tombent bien. Capacité équivalente, on continue. Donc deux condensateurs ici en parallèle, ça s'additionne, ça me fait 50 nanos. En série avec un condensateur de 50 nanos, donc ça redivise par 2, ça me fait 25 nanos. 25 nanos. Alors, les transfos. Hop, on avance dans les transfos. Les transfos. Alors là, du coup, j'ai pu... Alors, on va garder les formules et masquer le reste. Donc, quelle est la puissance dissipée dans la résistance? Bah, la puissance dissipée dans la résistance, ici, le rendement est de 100%. Donc, toute la puissance du primaire, elle est ici envoyée au secondaire. Donc ici, j'ai P égale 8. Donc U 200 fois 1. 200 fois 1 égale 200. Donc ça me fait 200 watts. Si je veux aller plus loin, parce que voilà, pour bien vérifier, si ici j'ai 20 volts, c'est que mon transformateur ici il est abaisseur et il a un coefficient de transformation, un rapport de transformation de 1 dixième. De ce fait, mon intensité, c'est au secondaire, c'est 1 ampère divisé par 0,1, donc c'est multiplié par 10, donc ça me fait 10 ampères, et la puissance au secondaire, c'est donc 20 fois 10 égale 100 watts. Donc j'ai bien la même chose, mais j'ai gagné une étape en calculant la puissance ici au primaire, puisque primaire et secondaire, c'est la même puissance, puisque mon rendement est de 100%. Quelle est l'intensité au secondaire? Alors là, je suis obligé de faire marcher ma loi d'Ohm. Donc ici, j'ai 100 spires et 50 spires, ce qui veut dire qu'avec mes 30 volts que j'ai au primaire, j'ai 15 volts au secondaire. J'ai 2 fois moins.
c'est au prorata du nombre des spires. Donc j'ai 15 volts et 30 ohms, donc I est égal à U sur R. U 15 divisé par 30, 0,5 ampères. Alors ça, c'est le truc tordu sur les transformations d'impédance. Lorsqu'on transforme les impédances, faut prendre le nombre de spires au carré. On voit ici, donc on va partir ici des 4 ohms au secondaire. Ici, j'ai 10 fois plus de spires au primaire, donc j'aurai 10 fois 10, 100 fois plus d'impédance au primaire. Donc ça va me faire 400. Ah. Ici, si je prends cette formule-là, donc l'impédance au primaire, c'est égal à l'impédance au secondaire divisé par n au carré. Donc divisé par 0,1, puisque ici c'est un transformateur abaisseur. Mais comme je reviens ici au primaire, je divise par 0,1, donc je multiplie par 10. Et donc je peux prendre aussi le rapport du nombre de spires dans ce sens-là qui est plus logique, dans le sens secondaire vers primaire. Là, il n'y a pas écrit transformateur parfait, mais évidemment, ça ne peut être qu'un transformateur parfait, il n'y a que ça qui est au programme de l'examen. Quelle est l'impédance au primaire? Voilà, la même chose. Donc ici, on a 3 fois plus. Donc 3 fois 3, 9, fois 5, 45 ohms au primaire. Même raisonnement que tout à l'heure. Quel est le rapport de transformation N? Donc là, c'est un transformateur avec 2 enroulements au secondaire. Le premier enroulement ici, avec ses 15 spires, on se fout complètement de savoir de quoi il est constitué. Ce qui va nous importer, c'est le deuxième secondaire, ici. Il y a 10 spires, alors qu'au primaire, il y en a 30. Donc le rapport de transformation, c'est 0,333. Encore une fois, c'est un transformateur abaisseur. Il y a moins de tension sur le secondaire, enfin tout au moins même sur les deux secondaires d'ailleurs. Il y a moins de tension puisque il y a ici 15 spires, ici 10 spires. Et donc le rapport c'est 0,333 et on se moque ici du nombre de spires de ce deuxième secondaire. Alors, petite question sur les voltmètres. Donc on a un courant de déviation maximum de 100 microampères. Et ici, on a une résistance à déterminer. Alors, sachant qu'ici, on n'a pas la valeur de la résistance interne, mais on a la valeur de la tension de déviation maximum. Alors, comment fait-on? Donc, R est égal à U sur I. U, c'est quoi? C'est les 10 volts du calibre, moins les 10 millivolts qui sont chutés par mon galvanomètre. 10 exposant moins 3. Alors, I est égal à U, R est égal à U sur I, pardon. R, donc I, je divise par 100 micro. Alors, exposant
moins 6, ce sont des micro-ampères. Et donc, ça me donne 99,9, 10 puissance 3, donc 99 900 ohms. Ah ben j'ai 99,9 kilo ohms, c'est parfait. J'aurais pu aussi calculer la résistance interne ici de mon galvanomètre. Autre manière, hein, si on veut s'amuser avec la loi d'Ohm. La résistance interne R est égale à U sur I. Donc 10 exposant moins 3 divisé par I 100 micro exposant moins 6. Ça me fait donc 100 ohms. La résistance totale, c'est-à-dire la résistance en série plus celle du galvanomètre, c'est quoi? Donc on retient bien 100 ohms ici. C'est 10 volts divisé par 100 microampères, exposant moins 6. Donc c'est 100 000 ohms, moins les 100 ohms que j'avais tout à l'heure, que j'ai calculé. Je retrouve bien mes 99,9 kilo-ohms. Ouais, donc il y a deux manières, mais en fait, tout à chaque fois est lié à la loi d'Ohm. Donc, quand on parle des galvanomètres, c'est une application bête et méchante de la loi d'Ohm. La valeur du shunt, donc ici, j'ai 1/10 millième, ah non, 1 milliampère, et là 0,1. Donc là, j'ai 1/10, pardon, 1/10 qui passe dans le galvanomètre, et donc 9/10 qui passe ici dans le shunt. Donc ma valeur ici sera 9 fois, enfin la valeur de ma résistance est 9 fois plus faible que la résistance interne affichée ici. Donc c'est 1000 divisé par 9, donc 111 ohms. Je ne sors pas ma calculette. Ça fait partie des classiques. Et enfin, encore une fois, un ampère-mètre. Donc on demande la valeur ici de R. Le calibre, c'est 1 ampère. J'ai 100 milliampères d'intensité de déviation maximum. Donc ici, j'ai 900 milliampères qui passent dans mon shunt. Et la valeur de mon shunt est donc 9 fois plus faible que ma résistance interne du galvanomètre. Donc 100 divisé par 9, ça me fait 11. 11,11, oui, puisqu'il n'y a que des 1 derrière. Ça me va bien. Autre manière de calculer, c'est calculer la tension de déviation maximum. Donc là, je prends ma calculette. Tension de déviation maximum, donc U est égal à R multiplié par I. 100 multiplié par 100 exposant moins 3, puisque je suis en milliampères. Ça me fait donc 10 volts, ce qui est catastrophique pour un ampère-mètre. Il consomme 10 volts. Hein. Et quelle est la valeur de mon shunt? Je divise ça par l'intensité qui passe dans ma résistance, c'est-à-dire 900 milliampères. 900 exposant moins 3. Et revoilà mes 111, mes 11,111, enfin tout ce qu'on veut, toute une série de 1 derrière de ma réponse, et je confirme donc ma réponse. On va voir où on en est. Et là, on a tout bon. On n'est tombé dans aucun piège.
Je reviens sur mon PDF. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah, on va revenir dessus. Ne quittez pas. Hop, 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 hop. Hop. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end à tous. Et encore une fois, la semaine prochaine, bye bye.